Il y a au Québec à peu près 150 000 entrepreneurs. Ils dirigent à peu près 220 000 entreprises. Ils sont de tous les âges et font toutes sortes de choses. Ici, on rencontre des entrepreneurs de la région. Aujourd'hui, je suis avec Julien Paquin-Varenne, qui est le propriétaire de la Maison du Brasseur à Mont-Tremblant. Bonjour et bienvenue. Merci. Merci de l'invitation. Alors, si je comprends bien, vous êtes à la fois vendeur d'équipements de fabrication de bière et de vin et un pub. C'est ça? Oui, exact. C'est sûr que la Maison du Brasseur a évolué au fil du temps, mais le début du projet, c'était vraiment d'aider les brasseurs amateurs là, à s'acheminer en ingrédients, en équipements là, pour le brassage de bière artisanale. Puis le projet, au fil du temps, on évolue. Il faut s'adapter aussi à l'entreprise parce que il faut augmenter les revenus, il faut augmenter notre clientèle. Donc, on a, avec le temps, là, été chercher notre permis pour brasser notre bière sur place puisqu'on avait l'expertise là, pour le faire. Brasser et vendre aussi. Oui, exact. Donc, pourquoi avoir voulu créer ce genre d'entreprise? Ben à la base, j'étais un brasseur amateur qui était dans la région à Sainte-Thérèse quand j'étais à l'école, en fait. Puis je suis allé travailler un petit peu à Montréal, mais j'ai toujours eu le désir de revenir dans les Laurentides. Puis je voyais pas de boutique ou de trucs où on pouvait acheter les équipements. J'avais mon ami qui était dans les Laurentides aussi. Fait que les deux, on chérissait un peu l'idée d'avoir une boutique. Puis j'ai décidé de me lancer là-dedans, de partir à zéro. J'avais un petit cash down pour soit m'acheter une maison ou partir un commerce. Fait que je me suis acheté un inventaire, puis on a commencé comme ça. Puis j'ai bâti ma clientèle là, tranquillement de jour en jour. Vous êtes établi depuis quand? Depuis décembre 2015, ouais. Donc, assez de temps pour voir vraiment vous établir puis savoir un peu ce qui marche pas? Actuellement, oui, j'ai eu le temps de tout voir ça, mais sur le coup, ça a vraiment été une idée. Là, au mois de septembre, j'avais l'idée. Au mois de décembre, j'étais ouvert. On n'a pas trop niaisé avec la poche. OK. Donc, comment on passe si rapidement d'une idée à une entreprise? Qu'est-ce que vous avez fait des démarches? Ben, je pense que c'est d'avoir la bonne idée, en fait, puis d'y croire. En fait, souvent, on a beaucoup d'idées, mais on voit des trucs compliqués. Moi, je voyais que tout pouvait se faire relativement simple. C'était de louer un local, d'acheter l'équipement, puis de commencer. Puis j'avais envie de faire ces défis-là. Puis pour moi, je voyais ça un peu comme une école. Il y a des gens qui vont à l'université, ils vont investir des montants pour apprendre des trucs. Moi, je voulais l'apprendre de cette façon-là, puis il n'y a rien de mieux que de le faire par soi-même. Tu vas faire des erreurs régulièrement, mais c'est comme ça qu'on apprend. Puis c'est ça. Fait que je crois que c'est pour ça que ça s'est fait rapidement, parce que j'y croyais, puis j'avais les ressources pour le faire, en fait. Donc, une part de passion. Je pense que c'est un très bon point de soulever que cette notion de l'argent qu'on y met, c'est de mettre de l'argent en partie dans son éducation. Ben, à ce moment-là, oui, j'étais quand même en jeune âge, j'avais 25 ans, là, j'étais quand même jeune pour décoller en entreprise avec le background que j'avais. J'avais pas nécessairement des parents qui étaient en affaires depuis plusieurs années. Là. J'avais la fibre, je crois, entrepreneuriale, mais il faut apprendre à la développer. Puis à l'école, c'est plus difficile, je crois, de développer ce genre de fibre-là. Puis c'est ça. Fait qu'il y avait, en partant mon petit projet, je crois que ça m'a vraiment ouvert beaucoup de portes, là. Mais OK, donc, tu as ton idée. Puis ensuite, quoi? Trouver un local, trouver de l'équipement, acheter des choses. Comment trouver un financement? Comment tu as tout fait ça? Ben c'est sûr qu'à la base, pour trouver le local, je voulais être à Tremblant. J'habitais à Saint-Faustin. Je trouvais que c'était quand même central, c'est au cœur de tout. Oui, c'est un plus petit réseau, mais je pense qu'il allait se développer. J'avais pas prévu une pandémie, des gens qui déménagent, mais regarde, on s'est installé, c'est en train de se développer quand même bien. Au niveau du financement, ben j'avais déjà un petit cash down, mais j'ai approché la SQDC, non, la SADC. C'est beau. Oui. Puis dans le fond, je les ai approchés pour un financement, fait que ça m'a vraiment fait poser beaucoup de questions sur mon plan d'affaires, parce qu'ils vont vraiment t'appuyer. Parce que quand tu commences en affaires, il te manque beaucoup de ressources au niveau du plan d'affaires, de comment bien décoller ça et tout. Puis je crois qu'ils m'ont vraiment appuyé, soutenu. Je me sentais pas toute seule en affaires. Puis dans le fond, ils sont allés m'aider. On a fait un 50-50 comme financement pour commencer. Puis je trouve que c'est très important au début d'une entreprise, de la manière que je l'ai fait, d'être appuyé comme ça, puis d'avoir à défendre ses points, de pas juste partir avec une idée puis faire un peu n'importe quoi. Fait que ça m'a permis de m'encadrer, de me financer, puis de pouvoir ouvrir mon commerce. Donc, c'est un très bon point que tu soulèves, c'est cette notion de, premièrement, il y a des ressources qui sont là pour aider les gens qui veulent se partir en affaires. Dans ton cas, c'est un mélange de financement et d'expertise. C'est comme ça qui t'ont aidé. Puis quand ton idée est bonne, mais c'est le fun de voir des gens qui te soutiennent. Puis des fois, quand ils croient pas trop à certaines parties de ton projet, des fois, ça te donne le goût de leur prouver. Fait que finalement, c'est juste gagnant-gagnant dans la situation.
Est-ce que tu es seul en affaires ou tu as des partenaires, des associés? Je suis seul en affaires. J'ai eu un petit bout de chemin avec un partenaire pour le développement du pub qui s'est éteint assez rapidement là, après 1 an. Fait que oui, j'ai pas mal été toujours tout seul en affaires. Là. Ouais. Qu'est-ce qui marche un peu le plus? C'est quoi? C'est la fabrication artisanale de bière et de vin ou le pub ou les deux? Ou... Je dirais qu'aujourd'hui, on met vraiment beaucoup l'accent sur la transformation. C'est vraiment la clé, je crois, pour les prochaines années. Transformer un produit va vraiment aller chercher une plus grosse rentabilité parce qu'il y a un processus à faire, il y a une expertise à avoir. Fait que c'est sûr qu'actuellement, notre transformation de bière va rester peut-être notre 75-80% de notre chiffre d'affaires. Parce que la boutique, au niveau de la main-d'œuvre spécialisée et tout, c'est le plus difficile. Fait qu'on le garde, je le fais moi-même, mais j'ai une clientèle que je vais sélectionner. On est vraiment une clientèle très proche, qu'on va se communiquer facilement. Puis sur Internet, les gens ont accès à acheter en ligne ou commander par courriel. Fait qu'on adapte un petit peu la situation, mais je te dirais c'est sur un 80% pour la transformation, 20% pour l'acheminement de matières premières. Puis un petit peu de formation, mais ça évolue au fil des saisons, tout dépendant des demandes. On adapte certaines formations ou ateliers. Là, ouais. OK. Là je pense que tu parles un petit peu dans ton argot d'entrepreneur, mais entre la transformation et l'autre chose, c'est quoi exactement? La transformation, c'est quoi? Bien, quand je parle de transformation, je parle de fabriquer la bière. Fait qu'on parle vraiment part de la céréale, puis on va fabriquer une bière qu'on va vendre à notre Donc ça, c'est 80% de fabrication de la bière. L'autre, à peu près 20%, c'est le soutien à des gens qui le font eux-mêmes. Exactement. Fait qu'exemple, tu fais ta bière à la maison, mais tu vas me commander tes grains, tes recettes, tu vas me demander des conseils, tu vas avoir des équipements à commander spéciaux et tout. Fait que je te conseille aussi. Puis on fait l'installation, la maintenance des systèmes de fûts dans certains restaurants, bars. Puis chez les particuliers qui veulent avoir une pompe à la maison, on a les équipements. Ça, c'est pas mal un gros créneau aussi, notre vente d'équipements, en fait. Les systèmes de fûts, depuis la pandémie, les gens sont à la maison, fait que pourquoi pas avoir un petit bar à la maison. Fait que l'idée, les allume beaucoup, fait qu'on les aide là-dedans parce qu'on a une belle expertise aussi. Là. Ouais. Donc ça, la pandémie a quand même transformé. Est-ce qu'elle vous a aidé ou nuit ou les deux en même temps? Elle nous a changé, je crois. Elle nous a pas nécessairement aidé ou nuit, mais elle nous a changé, elle nous a fait évoluer. On n'avait pas notre permis de microbrasserie au départ. Pendant la pandémie, on faisait notre demande. Ça nous permettait de vendre nos produits take-out. Fait que ça nous a permis de nous adapter un petit peu pour vendre des produits même quand on est fermé, quand les gens peuvent pas venir sur place. Puis au niveau des équipements, ben oui, il y a des gens qui passaient des journées chez eux qui se sont dit pourquoi pas brasser de la bière, ou des brasseurs qui ont décidé de brasser un petit peu plus de bière tant qu'être souvent à la maison. Fait que oui, ça nous a pas aidé, pas nuit, mais ça nous a fait changer un petit peu. Et en général, comment vous faites pour trouver vos clients? Comment qu'on fait pour trouver nos clients? Ben, c'est sûr qu'à la base, ça a été vraiment du gros bouche-à-oreille. J'ai pas fait beaucoup de publicité dans le passé, mais j'essayais d'aller un petit peu avec la chambre de commerce, aller me faire parler de moi, aller rencontrer les gens. Puis ensuite, avec le web maintenant, ben, on a une page Facebook, il y a plus de personnes qui nous suivent. Notre publicité, on l'a fait à 95%, on va la faire sur les réseaux sociaux. Puis sinon, ben, maintenant, avec le pub, ben, souvent, je vais prendre une petite bière, on a des questions. Fait que finalement, je rencontre mes gens directement sur place. Fait que ça aussi, c'est bien intéressant. Donc, c'est cette notion aussi de garder le contact personnel avec les gens. Le fait d'être au centre-ville de Saint-Jovite, je vais dire, là, mais ça vous aide? C'est un bon endroit? Oui, exact. Puis ça, c'est un bon point. Là. À la base, le local, je croyais le prendre sur la Montréalienne où il n'y a pas de passants parce que dans ma tête, c'était plus on vient chercher, on s'en va, un peu comme je faisais à Montréal. Par contre, on n'aurait pas eu la possibilité d'avoir toutes ces personnes à pied qui nous ont découvert. Fait que le spot à Saint-Jovite vraiment nous aide là, à notre visibilité, vu qu'on fait pas beaucoup de marketing. Ben, vu qu'on a une visibilité sur la rue principale, ben oui, on a des gens spontanés qui pensaient pas venir aujourd'hui, qui finalement ils nous découvrent. Fait que oui, l'emplacement est très important. Ça. Julien Paquin-Varenne, on va revenir dans quelques minutes pour parler plus de vous. Parfait. Je suis avec Julien Paquin-Varenne, qui est le propriétaire de la Maison du Brasseur à Mont-Tremblant. Alors, Julien, parle-moi un peu de toi. Ben, en fait, je suis originaire de Nomineng, fait que je suis quand même un gars de la région. Je suis pas trop loin, là, à 1 heure d'ici, c'est un petit village. J'ai été à l'école, comme tout le monde, jusqu'au secondaire. Puis ensuite, je suis allé au cégep faire mon gestion de commerce. Je l'ai pas terminé, mais ça va me voir les yeux un petit peu sur c'est quoi la gestion d'un commerce. Mais c'est sûr qu'on nous apprend pas à partir de notre commerce, puis c'est un peu pour ça que j'étais là-dedans. Puis ensuite, ben, j'ai découvert que pour partir un commerce, ben, il faut avoir un petit peu d'argent parce que sinon ça va être difficile. Donc j'ai décidé d'aller, j'avais une opportunité d'aller dans la construction à Montréal.
pour aller travailler là-bas à des salaires qui étaient très intéressants. Fait que j'ai décidé de faire le saut pour la construction. J'ai fait peut-être un 3-4 ans. Puis ça m'a apporté beaucoup d'expérience au niveau du travail manuel et tout, que maintenant l'entreprise m'aide beaucoup, la stratégie, le travailler en équipe et tout. Fait que ça m'a vraiment beaucoup aidé, puis ça m'a apporté là, l'argent nécessaire là, pour partir un projet. Fait que c'est ça. Mais c'est un bon point, en fait, que tu soulèves, c'est que beaucoup de gens pensent, ah, ben, je ne suis pas un entrepreneur né ou je ne viens pas d'une famille d'entrepreneurs, je ne partirai pas un commerce. Mais toi, tu es allé chercher, même dans la construction, des connaissances qui sont applicables pour quelqu'un qui veut devenir entrepreneur. Ben oui, exact, parce que dans une entreprise, surtout dans ma situation, d'être seul là-dedans, ben, faut que tu portes tous les chapeaux. Puis je veux dire, une entreprise, ça fait de tout, là, tu sais. Fait qu'il faut être capable de se débrouiller autant avec les chiffres un petit peu. Le fait d'avoir été à l'école quand même, j'avais pas trop de difficultés à l'école, mais c'est pas quelque chose qui m'allumait le plus au monde. Mais ça m'a aidé à calculer, à écrire, à tout faire, en fait, qu'aujourd'hui va m'aider beaucoup. Par contre, la construction m'a aidé à manier un marteau, un tournevis, faire des calculs, faire des coupes. J'ai bâti mes tablettes, mais je me suis aménagé moi-même. Fait que quand que tu sauves au niveau ça coûte très cher de bâtir un local ou d'entrevendre des trucs. Fait que ça fait sauver un peu au début, fait que tu mets un petit peu plus de temps que d'argent. Puis c'est ça, fait que oui, ça m'a aidé dans plein de facettes. Là. Qu'est-ce que tu as eu à apprendre ou qu'est-ce que tu as appris en créant une entreprise? J'ai appris énormément de choses, en fait. C'est très complexe. Fait que puis j'apprends encore aujourd'hui, mais c'est dans tout, en fait. Là. La question peut être très large, là. Mais non, je la pose large un peu parce oui. que je suis convaincu qu'il y a des choses, mais peut-être il y a 3 ou 4 choses qui, pour toi, sont que tu retiens. Ben, c'est de base de manipuler l'argent, de faire des budgets. Ça, c'est sûr qu'en entreprise, t'as pas le choix, c'est le nerf de la guerre, en fait. Là, j'ai jamais parti un commerce pour être riche. Par contre, il faut que l'argent, il y a une certaine roue. Là. Si tu fais $1, faut que tu le dépenses d'une façon intelligente puis tu roules ça. C'est sûr que en tant que particulier, ben, on se pile de l'argent puis les finances sont pas trop compliquées. Fait que ça, c'est sûr qu'on apprend beaucoup puis comment jouer avec l'argent tout simplement. Puis ensuite, ben, c'est de partir des projets aussi. Là, on apprend les étapes de comment bien partir un projet. Ensuite, au niveau des ressources humaines aussi, c'est pas quelque chose que j'avais fait beaucoup dans la vie. J'avais quelques petites expériences, mais là, on jumelle un peu amis et employés. C'est une autre chose. Fait que ça aussi, on apprend beaucoup. Au niveau du marketing, tu sais, je suis pas la personne la plus forte en marketing, mais il faut quand même qu'on la fasse un peu. C'est sûr que j'ai acquis certains outils, compétences là-dedans. Fait que je te dirais que dans toutes les sphères de la vie, presque, on finit par apprendre des petits détails. Puis c'est ce que j'aime faire, toucher un petit peu à tout, sans nécessairement exceller dans quelque chose, vraiment maîtriser la base pour après mettre les bonnes personnes aux bonnes places. Fait que c'est un mix de plein de trucs, puis j'ai aussi appris à faire de la bonne bière. On va revenir un peu là-dessus après. Mais en fait, le fait de ne pas avoir un chèque qui rentre à chaque semaine, quel effet ça fait? Est-ce que c'est quelque chose que tu as trouvé facile ou difficile à gérer? En fait, j'ai relativement trouvé ça facile parce qu'en fait, quand à un moment donné, il en manque, faut que tu trouves des solutions. Puis je suis un gars qui aime trouver des solutions, fait que c'est pas trop compliqué. Puis je suis pas un gars qui j'ai besoin de grand chose dans la vie. Puis je suis parti dans l'idée que si ça marche pas, ben j'ai plein d'opportunités de travail. Puis j'ai retourné travailler. Fait que le stress de tomber à zéro, j'ai à peu près jamais eu. Fait que je crois que ça aide à garder le focus sur ton entreprise puis pas trop stresser avec les sous. C'est sûr qu'en grossissant, on a des étapes dans l'entreprise. Fait que oui, des fois, ça peut devenir plus critique ou des trucs comme ça, mais on finit toujours par trouver des solutions. Puis c'est ça. Je pense qu'il ne faut pas être trop stressé là, en affaires de base. Là, ça peut aider beaucoup. Tu as parlé d'étapes critiques. Quelles ont été pour toi les étapes critiques? Ben, j'en ai eu plusieurs. C'est sûr que l'étape critique, de faire le saut avec un nouveau partner pour partir un pub en était une. Par contre, je voyais pas trop d'éléments qui pouvaient ne pas fonctionner. Au pire, on abandonnait ce petit projet-là, mais on le faisait d'une façon relativement simple. Ensuite, ça a été d'avoir mon premier employé. Ça a été, je l'ai fait vite, pas nécessairement pour l'entreprise, mais financièrement. Mais en même temps, je me suis dit que ça allait me pousser à travailler l'entreprise pour être capable de l'avoir, parce que toute seule, à un moment donné, on peut pas tout faire. Là. Je faisais vraiment beaucoup trop de choses toute seule. Fait que le premier employé, ça a été à peu près un des plus gros risques qu'on a pris. Puis finalement, cette personne est encore avec nous. Puis ça a aidé l'entreprise. Fait que, exact. Fait que des risques comme ça. Mais
Trouver un premier employé, parce que pour moi, ça semble être une étape vraiment là, charnière. Faut que tu t'assures de pouvoir payer cette personne-là. Exact. Comment tu t'as calculé ou comment tu as fait ça? De base, j'ai trouvé quelqu'un, en fait, qu'on travaillait déjà un petit peu ensemble dans le domaine de la microbrasserie. Puis ça fitait vraiment bien. Puis il y avait des bonnes connaissances au niveau des équipements, fait qu'il pouvait conseiller aussi. Puis ensuite, au niveau de la paye, ben je me suis analysé un salaire à la semaine. Fait que je me suis fait un budget, fait qu'on s'est fait une entente, puis avec un prix stable. Fait que l'entreprise a eu une dépense fixe par semaine, avec pas trop de bouge. Fait que s'il faisait moins d'heures, il y avait le même salaire. Des fois, il faisait un petit peu plus d'heures, mais on restait relativement stable. Et je pense que ça l'a aidé. Pour moi, j'aime faire les choses comme ça. De quoi comme ça, la personne a à quoi s'attendre. Elle avait un salaire, elle a le même à chaque semaine. Puis l'entreprise, elle a la même dépense. Elle n'a pas des up and down là, dans les dépenses pour l'employé. Je crois que c'est ça que ça l'a aidé. Puis ensuite, d'être deux, ben, ça l'a permis de faire 2 fois plus de choses aussi. Fait que de pouvoir expandre un petit peu l'entreprise puis de faire 2-3 choses en même temps. Fait que ça, finalement, bon, on est allé chercher un petit peu plus de revenus. Fait que ça aide. Pour payer le salaire. Oui, exact. Qu'est-ce que tu trouves facile? Qu'est-ce qui est facile pour toi dans tout ça, là, tout cet état d'être entrepreneur? Bien, rapide comme ça, je te dirais trouver des solutions. Là. Les gens m'apportent des millions de problèmes à la semaine longue, puis moi, mon défi, puis j'adore faire ça, puis c'est facile pour moi. Je vais trouver la ressource, la solution pour le faire, puis on va garder ça simple le plus possible. Fait que je dirais peut-être cette réponse-là. puis difficile, si j'inverse ta question, qu'est-ce qui est difficile? Difficile, ben, actuellement, je te dirais comme à peu près tous les entrepreneurs qui ont des employés, ça va être d'avoir des gens qui vont rester pendant longtemps, puis de trouver les personnes qui sont compétentes, qui sont fiables. Nous, on a une petite équipe, fait qu'on a moins ce problème-là, mais on le vit à petite échelle, fait que je l'imagine à grosse échelle, quelqu'un qui va avoir des 30-50 employés, ça peut être difficile. Fait que je dirais que les ressources humaines restent quand même le plus difficile. Là. On est chacun différent et tout. Fait quoi, les ressources humaines, je dirais peut-être plus difficile. Donc ça, c'est un enjeu, les ressources humaines, mais pour toi, personnellement, est-ce qu'il y a des choses, toi, personnellement, je sais pas, là, que tu trouves plus difficiles? Prendre du temps pour moi, tout simplement. Ah oui? Oui. Donc, puis on apprend à le faire. Mais non, est-ce que tu as réussi à faire cet équilibre? Oui, je te dirais, ça fait un petit bout que... C'est sûr qu'à un moment donné, il y a certaines choses qu'il faut laisser de côté, mais à un moment donné, il ne faut pas oublier que c'est nous qui drive le projet. Il faut se garder en santé mentale, en santé physique, il faut faire des activités qu'on ne peut pas juste faire du commerce que j'ai fait pendant les 4-5 premières années. Fait qu'on essaie de profiter un petit peu plus, d'aller jouer au golf, de sortir, de voir du paysage un petit peu. Fait que oui, je réussis à le faire parce que j'ai bâti une équipe. Ça coûte plus cher de salaire, mais ça donne une certaine liberté. Fait que je trouve que c'est une belle équilibre là, pour tout ça. Donc, tu arrives à trouver cet équilibre en ce moment. Oui, exact. Et donc, les choses roulent, il y a une espèce de vitesse de croisière. Là. Une certaine vitesse de croisière, une équipe qui est en place, une business qui vit par elle-même actuellement, qui est rendue grande, elle a son appartement. Puis, Merci. Donc, on reviendra dans quelques minutes pour parler un peu d'autres choses par rapport à l'entreprise. Parfait. Je suis avec Julien Paquin-Varenne de la Maison du Brasseur à Mont-Tremblant. Rebonjour. Bonjour. Alors, Julien, je te donne une baguette magique pour ton entreprise. Tu peux faire n'importe quoi. Qu'est-ce que tu fais avec cette baguette magique-là? Ah, ben c'est sûr qu'on va se trouver un local pour faire de la bière à plus grosse échelle parce qu'on commence à être serré là-dedans, mais bon, on s'adapte. Puis sinon, c'est sûr qu'au niveau de la visibilité, le marketing, nous, on travaille beaucoup de canettes différentes et tout. C'est du gros travail, fait que ça se fait pas en un instant. Fait que si on pouvait en inventer plein, je le ferais peut-être. Puis c'est sûr, au niveau de l'équipe, d'avoir les ressources qu'on veut tout le temps au niveau de l'équipe, ça pourrait être intéressant. Au niveau du service, des fois, on a plus régulièrement, c'est un métier, une job où que les gens vont... Bon, l'été, bon, ils ont plus de temps, ils étaient à l'école, fait qu'ils vont plus de gens de disponibles. Il y a des gens qui vont se réorienter un petit peu avec la pandémie. Je te dirais que la restauration ou le service, ça a beaucoup changé. Fait que c'est sûr de pouvoir avoir quelqu'un qui en a besoin. Je prendrais la baguette, ça, c'est sûr. Puis, au niveau de c'est ça, j'en ai parlé un petit peu de la visibilité, mais exactement, au niveau du marketing, visibilité sur le web et tout, c'est quand même très complexe. Fait que d'avoir quelqu'un qui pourrait faire du réseau social, marketing web et tout pour nous en temps plein, prendrait ta baguette, c'est sûr. Donc, les gens qui nous écoutent, si ça les intéresse, puis que si la bière les intéresse aussi. Oui, exact. Donc, parlez-moi un peu des bières que vous faites, parce que c'est quand même...
c'est quand même bon, une mode. Est-ce qu'on peut dire que c'est une mode, là, les bières, un peu les brasseurs, etc. en ce C'est moment? sûr qu'il y a une tendance de mode. Par contre, c'est une mode qui est quand même depuis plusieurs années. Là, ça a commencé aux États-Unis. Maintenant, c'est beaucoup là, au Canada, au Québec. Puis ça se développe beaucoup depuis les 10 dernières années. Fait que oui, il y a une certaine mode, mais je pense pas que c'est quelque chose qui est tant éphémère. Mais il y a des styles de bière peut-être qui vont être plus éphémères que d'autres. Actuellement, nous, ben, c'est ça, on a été des amateurs de IPA. Fait que ce qu'on achetait en magasin, qui nous allumait beaucoup, qu'on aimait bien, ben c'est sûr qu'on essaye de répliquer à notre façon. Fait qu'on a fait quand même beaucoup de IPA au départ. Puis maintenant, ben on développe quand même beaucoup de styles de bière. On essaie un peu de tout. Puis au pub, ben, ce qui arrive, c'est qu'on va souvent changer les bières. Il y a des gens qui vont venir, il y en a qui sont contents de voir des nouveautés. Il y en a d'autres qui j'aimais votre bière blanche, là, et où? Ben, c'est la même, on a fait une petite version différente, ou des fois, on fait des bières plus fortes, plus foncées à l'hiver, mais l'été, on les tient pas nécessairement. Fait qu'on va voguer un peu dans plein de styles de bière, mais tranquillement, on est en train là, d'avoir une certaine gamme là, qu'on va développer cet automne là, avec des produits qu'on a déjà faits, qui ont déjà été accessibles au pub, mais qu'on va maintenant mettre en canette, puis commencer un petit peu la distribution là, cet automne. Qui sont vos clients, un client type là, chez vous? Ben, un amateur de bière ou quelqu'un qui va aller prendre une bière dans un pub, qui va venir consommer. Maintenant, on a aussi un service de restauration. Là, on offre un beau petit menu là, pour accompagner la bière. Fait que les gens qui veulent aller manger, prendre une bière, c'est la place pour. Fait qu'il y a un client type, quelqu'un qui veut sortir, ou on a nos fameux beer geeks qu'on appelle, là, des gens qui sont amateurs de bière, qui vont faire le tour du Québec là, à visiter de micro en micro. Ben oui, c'est une clientèle qu'on va voir l'été nous visiter, parce que maintenant, on est sur la map là, des microbrasseries au Québec. Fait que ça nous aide un peu à nous faire connaître. Il me semble qu'à Mont-Tremblant, il y a plusieurs places assez nouvelles qui vendent de la bière, soit déjà en canette ou comme vous à la brassée. Comment vous réagissez face à cette compétition-là? Comment vous vous placez à travers ça? Ben nous, actuellement, on est tellement à petite échelle qu'on achemine tout sur place. Fait que nous, ça change pas vraiment grand-chose pour nous. Au contraire, ça fait que les gens qui vont aller dans les boutiques chercher des bières, qui veulent les notes, ben ils vont venir nous voir. Fait que finalement, on attire un peu notre clientèle de cette façon-là, parce que ça habitue les gens à s'en aller vers la microbrasserie. Fait que là-dessus, ça va nous aider. Puis cet automne, ben, il y a certains points de vente qu'on va approcher là, ici là, à Tremblant pour avoir nos produits. Fait qu'ils vont peut-être même nous aider pour vendre des produits. Je te dirais qu'en affaires, j'ai jamais vraiment eu peur de la compétition. Faut être le plus unique possible. Puis vu qu'on a un modèle d'affaires très petit, ben, ça nous aide à ce niveau-là. Par contre, après notre expansion, à un moment donné, c'est sûr que ça dilue un petit peu le marché. Mais actuellement, c'est pas quelque chose qui va nous nuire. Au contraire, ça va nous aider. Puis puisque nos produits sont juste disponibles sur place, bien, il faut venir nous voir, on n'a pas le choix. Là. Vous avez parlé un peu de problèmes de personnel. Qu'est-ce qui ferait que ça serait intéressant de travailler chez vous? Bien, c'est sûr que nous, c'est une toute petite équipe. Fait qu'il y a des gens qui sont dans les grosses équipes, des gros restaurants, que c'est du gros roulement, puis c'est une dynamique qui est très demandante. Tandis que nous, ça va être plus familial. C'est comme si tu viens prendre une bière chez moi. C'est une personne qui est en arrière du bar qui va gérer son bar pour la soirée. Des fois, ça peut être un petit peu demandant. Par contre, quand on a des soirées normales, ben on a le temps de passer du temps avec nos clients. Fait qu'on a le temps de respirer, de profiter du moment, puis de passer du temps avec une clientèle de qualité. Puis, tu sais, il y a une équipe de passionnés en arrière pour répondre aux questions de bière et tout. Fait que c'est une très belle dynamique. Les gens, ça s'est créé un peu par lui-même, mais c'est vraiment une petite bulle familiale, une petite place très tranquille. On sent pas de bannière en arrière de ça. Là. Vous êtes combien à peu près là, en ce moment? Au niveau du service, on a une équipe de 4. On a un brasseur à temps plein. On a une cuisinière à temps plein, plus moi. Fait qu'on a une équipe d'à peu près 6 à 7. Ça va jouer dépendant des saisons. Puis en termes de brasseur, est-ce que c'est une personne, ça suffit? Puis, Une personne, ça suffit. On a bâti l'équipement puis le volume pour une personne. On va augmenter un petit peu notre production cet automne. Fait qu'on va avoir besoin comme quelqu'un à temps partiel, mais à l'interne, des fois, on réussit là, à donner un petit peu plus d'heures à un ou à l'autre pour faire de l'encanage. Puis, fait qu'on se débrouille bien à l'interne comme ça. C'est vraiment au niveau du service que c'est ça, que des fois, ben, il va manquer du monde, il va y avoir plus de changements là, au niveau. On entend beaucoup parler de problèmes de chaîne d'approvisionnement puis d'inflation. Comment vous composez avec ça? Vous faites face au public? Là? Oui, exact. Ben, c'est sûr que au niveau de nos prix, nous, on s'est un petit peu adapté là, au début de la pandémie. On n'a pas fait une grosse augmentation, mais on n'a pas le choix de faire une petite augmentation au niveau de nos prix de vente. Puis ensuite de ça, ben, au niveau de la matière première pour faire la bière, là, on a commencé à le ressentir ce printemps, mais maintenant, on est en train de le sentir pour vrai. Là. On a des
des poches de grains qu'on payait une quarantaine de dollars, que maintenant on va payer 50, 55. On a du sucre qu'on payait 40 dollars la poche, qu'on paye 80. On ne double pas nécessairement notre prix de nos produits, mais on commence à payer pas mal plus cher nos matières premières. Puis là, la peur, c'est on manque de certains ingrédients aussi. C'est pas nécessairement que c'est cher, mais là, on n'est plus capable d'avoir certains ingrédients. Fait qu'il y a certaines bières qu'il faut adapter, certaines bières qu'il faut arrêter de faire. Fait que oui, on deal avec. Vu qu'on a à petite échelle, ça se fait bien, mais quand même, il faut trouver des solutions. Là. Qu'est-ce que vous dites aux clients qui arrivent et qui se plaindraient de ça? Ben, il n'y a pas grand-chose à dire. Je pense que les gens, maintenant, ils savent qu'il y a des problèmes d'approvisionnement à peu près partout. Il y a une augmentation des prix à peu près partout. Fait que les gens, ils comprennent. Ils vont poser des questions, mais les gens, ils comprennent. Il n'y a pas de... Ouais. Donc, as-tu, toi, une bière préférée dans tout ça? Oui. En fait, oui, j'ai une bière préférée. C'est sûr que la NEPA qu'on a fait dernièrement, c'est une de mes favorites. Mais tranquillement, on est en train de développer des gammes de produits un petit peu plus faibles en alcool et tout. Dernièrement, mon brasseur qui a fait une petite saison, une bière de saison, c'est un petit peu... La levure est comme un petit peu épicée, un petit peu fruitée, mélangée avec un houblon de Nouvelle-Zélande, puis qui est un petit peu Sauvignon blanc. Fait que la bière est comme 4%, un petit peu épicée, sèche, facile à boire. C'est désaltérant de l'été. Je dirais que c'est pas mal mon coup de cœur là, actuellement. Okay. Donc, est-ce que tu te tannes de toujours goûter à des bières? Non, je me tanne pas de toujours goûter à des bières. Au contraire, j'aime ça pouvoir goûter, j'aime apprécier les bières. Fait que j'aime quasiment mieux goûter plein de petites bières avec des petites quantités que de prendre une grosse quantité d'une bière. Parfait. Et donc, pour finir, est-ce qu'il y a des choses, juste pour conclure, là, dont on n'a pas abordé? Ben, c'est sûr que si les gens ils veulent venir nous rencontrer, ben, il faut qu'ils viennent sur place. S'ils ont des idées, s'ils ont des projets où ils veulent venir prendre une bière, ben, qu'ils ont juste à venir là, à la Maison du Brasseur. Et rappelez-moi l'adresse. C'est au 441 rue Saint-Georges. C'est tout près de l'église en face de l'Antipasto. Parfait. Donc, merci Julien Paquin-Varenne de la Maison du Brasseur. Merci d'avoir participé à l'émission avec nous. Merci de l'invitation.